Bonjour à tous et à tous. Je suis Axel Roy, directrice marketing et communication de LHH France. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir à ce webinaire LHH où nous mettons en lumière notre expertise transformation des compétences. Patrick Gaillard et Didier Cauchois vont vous parler stratégie, emploi et compétences, comment elle peut être un levier opérationnel face aux mesures de suppression d'emplois. Ils vont également évoquer les enjeux de performance, les enjeux sociaux des organisations, mais aussi les bonnes pratiques pour engager le corps social et se relever de la crise sanitaire. Et enfin, comment fidéliser les talents et responsabiliser les collaborateurs face à leur parcours de carrière. Un chat est à votre disposition pour poser vos questions. Patrick et Didier prendront le temps d'y répondre. Et maintenant, je leur laisse la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Alors, je suis en train de projeter en plein écran la présentation que j'espère va être correctement projetée à l'écran. On me confirme que oui. Donc, quelques mots effectivement sur nous, vos interlocuteurs aujourd'hui. Donc, Patrick Gaillard, je suis le directeur de la practice transformation des compétences. Autrement dit, qui a vocation à accompagner ses clients sur l'alignement des compétences avec les besoins stratégiques, en passant par la construction de l'ensemble des plans stratégie RH qui incluent les plans de recrutement, les plans de formation et tous les plans d'accompagnement et de mobilité qui peuvent être générés par la mise en œuvre d'une stratégie business chez nos clients. Didier. Bonjour à tous, je suis Didier Cauchois, chef de projet au sein de LHH, avec une entrée expertise en négociation sociale du fait d'une expérience de 15 ans en tant que responsable du service juridique d'une grande organisation syndicale française, et puis au terme aussi d'une expérience de 5 années comme responsable des ressources humaines, où là, je suis passé un petit peu du tir au fer en mettant en place opérationnellement, en lien avec les IRP, toutes les problématiques de politique GPEC. Merci Didier. Alors, en termes de structuration de l'heure que nous allons passer ensemble, nous allons faire un petit rappel du bouleversement que rencontre aujourd'hui le marché du travail et de quelle manière les compétences sont au cœur finalement de cette transformation, de ces mutations. Nous allons ensuite vous présenter l'ensemble des approches conseils RH qu'on propose à nos clients, la manière dont on structure finalement ces programmes de transformation et du coup la manière dont les partenaires sociaux en tant que sont clés finalement dans le succès de ces transformations, notamment au travers de la mise en œuvre d'outils comme la GPEC ou les accords GPEC ou la GEPP, qui peuvent être perçus dans certains cas comme un frein ou une contrainte réglementaire, mais qui aussi et surtout, et c'est l'objet de notre présentation, doivent être considérés aujourd'hui comme des leviers opérationnels qui permettent finalement d'engager les partenaires sociaux dans la transformation, dans le bouleversement que l'organisation et le client rencontrent, et donc assurer ou encore répondre au succès nécessaire et à la réussite de la stratégie. Et enfin, nous finirons notre présentation par quelques expériences clients au travers des différents dispositifs que nous avons pu mener, des dispositifs de GPEC dits opérationnels, tout en engageant l'ensemble de l'écosystème managérial RH et en particulier les partenaires sociaux. Tout le long de la présentation, comme l'a rappelé Axel précédemment, je vous remercie de saisir les différentes questions que vous pourriez vous poser au fur et à mesure du discours. Nous prévoirons durant à chacune des étapes de cette heure qui vient quelques instants pour essayer d'y répondre, et nous finirons par des questions d'ordre peut-être plus général sur la fin en fonction de vos souhaits et des interrogations que vous avez. Alors, le contexte, évidemment, comme vous le savez tous, comme nous le savons tous, d'autant plus aujourd'hui dans un contexte Covid-19 ces derniers mois, nous savons que le marché de l'emploi est en complet bouleversement aujourd'hui pour un certain nombre de facteurs. Nous savons très bien aujourd'hui, et notamment encore plus vrai dans nos pays occidentaux, en Europe occidentale, que l'ensemble des cycles économiques s'accélèrent pour un certain nombre de raisons, pour des raisons d'évolution des technologies utilisées autour du digital, pour des raisons qu'un certain nombre d'acteurs émergent et créent de nouveaux besoins, de nouveaux services dans des pays peut-être beaucoup plus compétitifs que ce que peuvent proposer nos pays comme la France.
Nous savons aussi évidemment que ces cycles économiques sont largement accélérés par un certain nombre d'évolutions autour de la réglementation, par exemple. On peut penser à un certain nombre de facteurs d'évolution législative ces dernières années pour répondre à des besoins sanitaires, pour répondre à des besoins fiscaux, pour répondre à des besoins normatifs, notamment en finance. Nous savons aussi évidemment dans nos pays dits occidentaux qu'un certain nombre de facteurs dits démographiques impactent nécessairement le marché aujourd'hui, notamment au travers d'un certain déséquilibre de la pyramide des âges, notamment dans les pays en Allemagne, en Italie ou en France, qui vont évidemment dans ces prochaines années et d'ores et déjà aujourd'hui générer une perte de compétences clés, peut-être insuffisamment préparées ou anticipées au travers de la montée en compétences de populations plus jeunes ou existant dans l'organisation. Nous savons aussi évidemment, et nous y sommes confrontés tous les jours, que les outils digitaux qui sont proposés au marché et aux populations génèrent un certain nombre d'évolutions des usages, des attitudes, un bouleversement, une révolution finalement des contacts, de la relation entre le prestataire de service, le fournisseur et le client final, notamment au travers des téléphones mobiles, évidemment, mais pas que, mais qui, du coup, génère évidemment un certain nombre de bouleversements autour des compétences, des métiers, de l'organisation, des business models que doivent faire évoluer les organisations et donc répondre aux enjeux futurs de l'entreprise. Et tout cela, évidemment, se centre autour de la compétence qui devient, et qui est depuis un certain nombre d'années déjà, mais encore plus vrai aujourd'hui et dans le futur, qui devient la clé aujourd'hui de la maîtrise de ces enjeux et de ces bouleversements. Alors, comment s'approprier cette mutation? C'est bien la question aujourd'hui que les fonctions RH et nos clients nous posent. Quel service peut-on proposer? Quelle modalité d'accompagnement peut-on proposer à nos clients, à nos organisations pour les accompagner dans cette démarche de transformation? Comment leur permettre de se l'approprier? Comment leur permettre de se sentir en confort, de mettre en place les différents outils, les différents dispositifs nécessaires pour sécuriser, pour maîtriser, autant que faire se peut, ces évolutions, cette révolution des compétences? Comment s'assurer que la stratégie RH qui est construite, l'ensemble des engagements pris par la direction générale et la direction RH vis-à-vis des individus, des collaborateurs et des partenaires sociaux sont respectés? Comment s'assurer que finalement les investissements engagés répondent aux objectifs de rentabilité et de performance qui sont attendus? Autrement dit, comment s'assurer que les plans d'action, de formation, de recrutement, de mobilité, de redéploiement qui sont engagés peuvent être alignés avec la révolution, l'évolution stratégique et la stratégie de l'organisation. Enfin, tout cela, évidemment, s'inscrit dans un contexte qui peut parfois être très anxiogène, qui dit transformation, dit inquiétude pour toute partie de la population, et donc dit derrière quel dispositif de communication, quel dispositif d'engagement engagé pour rassurer les salariés, pour rassurer leurs accompagnants, qui sont la direction générale, qui sont leurs managers de proximité, qui sont leurs fonctions RH et qui sont bien entendu leurs représentants syndicaux et les partenaires sociaux. Tout de même, gardons à l'esprit que, et le Covid, la pandémie Covid-19 en est une leçon, que tous les plans à moyen terme ou long terme qui peuvent être construits peuvent être brutalement remis en cause par un facteur exogène, imprévu. La pandémie est un phénomène, mais on en a déjà rencontré par le passé lorsque des marchés, pensons à la photographie par exemple, ou un acteur comme Kodak, qui était un partenaire historique, a absolument omis de prendre le pli du digital et donc a complètement disparu de la circulation devant l'émergence de nouveaux acteurs numériques sur la photographie. Voilà un certain nombre de facteurs, d'éléments exogènes à prendre en compte dans les transformations qui nécessitent à chaque instant de pouvoir réagir, de pouvoir modifier, réorienter nos paramètres, de pouvoir réorienter nos discours, nos dispositifs, tout en engageant, encore une fois, l'ensemble de l'écosystème et les partenaires sociaux. Alors, notre vision, notre compréhension du marché et notre vision s'articule autour du cycle de vie du collaborateur dans son développement au sein de l'organisation, que ce soit dans une organisation ou évidemment sur l'ensemble de sa vie professionnelle. Il est acteur de son développement, charge à l'écosystème, à l'ensemble de ses accompagnants, qui sont donc les managers, qui sont donc les RH, qui sont donc les partenaires sociaux et la direction générale, de mettre en place les dispositifs
de mettre en place, de donner les éléments de langage, de donner les informations nécessaires pour que le collaborateur puisse décider, puisse faire ses choix d'orientation, de développement en toute connaissance de cause. Et pour fournir les informations nécessaires, il est évidemment nécessaire de préparer un petit peu, d'anticiper, de documenter l'évolution qu'on envisage pour l'organisation, d'identifier les paramètres de transformation auxquels est confrontée l'organisation, et donc de documenter, d'informer finalement l'ensemble de l'écosystème sur la cible, sur l'organisation future, et sur les marches à combler, sur les besoins de développement de compétences à combler, sur les solutions proposées pour répondre aux besoins de compétences de demain, qu'elles soient internes ou externes. Ces analyses, évidemment, vont s'appuyer sur un certain nombre de paramètres. On va prendre en compte le bassin territorial dans lequel on se positionne. On va prendre en compte un certain nombre de facteurs autour des plans de recrutement, des taux de turnover, des départs en retraite qui sont prévus, des activités qui sont en croissance ou en décroissance. On va raisonner autour finalement des prévisions de ce qu'on va appeler l'obsolescence de compétences. Et du coup, identifier les activités en croissance qui vont s'aligner, qui vont être exprimées au travers des besoins futurs, pour travailler sur des parcours individualisés, sur des parcours individuels entre les profils des individus aujourd'hui et les besoins futurs. Tout cela, évidemment, s'inscrit dans un dispositif de projet, d'entreprise, dans lequel sera engagée la direction générale, la direction RH, dans lequel l'ensemble des partenaires de l'écosystème managérial et RH sera suffisamment informé pour accompagner les équipes dans cette transformation, et tout cela sera accompagné, supporté par un certain nombre de solutions. Donc évidemment, pour nous, en termes de notre conviction aujourd'hui, c'est bien de considérer que le dispositif doit être très opérationnel. Le dispositif d'accompagnement des individus dans leur carrière doit répondre à la fois aux enjeux de performance de l'organisation, mais aussi aux enjeux et aux engagements que l'organisation peut avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Et bien entendu, cela ne passe pas sans l'implication et l'engagement des partenaires sociaux, notamment au travers des différents outils qui peuvent être proposés par la législation. Une approche très structurée, on l'a déjà dit, qui passera par une première phase de compréhension des outils existants, des modalités existantes en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de vision stratégique, une compréhension des besoins futurs, une documentation de ces besoins, et du coup un positionnement des salariés en autonomie dans cette trajectoire et dans cette transformation pour pouvoir leur donner les éléments, encore une fois, les informations nécessaires et se projeter vers le futur. En co-construction et en engagement permanent, en discussion permanente avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et c'est bien l'objet de la discussion que maintenant va engager Didier, pour vous expliquer un petit peu l'ensemble des différents outils qui sont proposés, notamment autour des accords GPEC, qui permettent d'accompagner cette transformation des compétences, cette évolution des salariés vers le futur. Merci Patrick. Oui, alors tel que l'a présenté Patrick, on a comment dirais-je, un environnement à la fois économique, intellectuel, mais aussi réglementaire qui pousse à contribuer à mettre en place une politique partagée par les partenaires sociaux, par le chef d'entreprise, partagée avec les IRP, introduit auprès des partenaires sociaux pour amener tout au long de la vie de l'entreprise des discussions pour permettre de créer un environnement qui permet de bien faire sentir à tout le monde que les mesures GPEC sont des mesures qui sont prises au quotidien. Elles influencent tous les domaines, comment dirais-je, l'anticipation du niveau d'emploi, l'anticipation du niveau de compétences attendues, les politiques de recrutement, la politique de formation, développer les mobilités professionnelles, valoriser les compétences des salariés, accompagner les changements dans l'organisation du travail le cas échéant, réduire les risques et les coûts liés à des déséquilibres entre justement les compétences présentes dans l'entreprise et celles qui seront nécessaires au maintien de la compétitivité ou encore à aller chercher de nouveaux marchés. Tout cet environnement paraît quelque part intellectuellement assez simple, dynamique, et on se dit à ce stade-là, si on n'a pas une vision un peu pratique de ce qui se passe dans les entreprises, qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de débats, c'est assez entraînant et la négociation
GPEC, tel que vous l'a montré Patrick dans le dernier slide, est l'aboutissement de la mise en œuvre de cette politique qui, normalement, devrait aller à tout le monde, puisqu'elle est bonne pour l'entreprise, bonne pour les salariés, puisque ça les sécurise dans leur parcours professionnel. Et tout ça devrait couler de source. Et pourtant, vous le savez tous, au moins que l'on puisse dire, c'est que la GPEC, au sein de l'entreprise, et les rendez-vous qu'elle occasionne avec les partenaires sociaux sont très loin d'être un long fleuve tranquille, ce qui nous a conduit avec Patrick à choisir un peu ce titre sur lequel on pourrait éventuellement débattre, mais qui est de dire quelque part aujourd'hui l'environnement réglementaire qui entoure tout ce qui est mise en œuvre de la GPEC au sein des entreprises. Je précise bien au sein des entreprises, j'y reviendrai, parce que je pense qu'on peut avoir un discours différent lorsqu'on parle de la GPEC de branche et encore plus lorsqu'on parle de la GPEC territoriale, mais on a un environnement qui est plutôt anxiogène. Je pense que s'il y a des responsables ressources humaines ici ou des dirigeants d'entreprise qui ont engagé des négo GPEC, ils sont loin d'avoir en tête que lancer des négo GPEC est quelque chose de facile, de non conflictuel. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut quand même se le dire, on a voulu imposer ce qui est une bonne idée, et puis quelque part une évidence, en y mettant de la contrainte juridique. Comment est construit aujourd'hui l'idée de la GPEC? Alors vous avez, c'est un peu illustré dans cette slide, vous avez les grands principes, il s'agit d'anticiper, d'ajuster en fonction de ce que l'on pense voir de l'avenir, tant en matière de business, tant en matière d'évolution des marchés, et donc de prendre des décisions. Voilà. Et ça part du principe qu'il faut avoir un dialogue qui est quelque part imposé avec les partenaires sociaux, que ce soit les IRP et les négociateurs, donc les organisations syndicales. Et donc, on part du principe, un principe dont on voit bien aujourd'hui qu'il est bousculé, c'est que, voilà, on va faire une consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et on va vous donner une vision à 3 ans. Alors, en pratique, ça ne marche pas comme ça. Déjà, l'entreprise qui doit fournir ces éléments, elle est parfois bien en peine d'avoir, parce qu'elle appartient à des grands groupes, parce que les données sont difficiles à être affinées, parce qu'elles sont difficiles à obtenir des décideurs de l'entreprise, parce qu'en plus le marché est incertain et parce que c'est souvent illusoire de pouvoir avoir une vision fiable à 3 ans. Et d'ailleurs, quand on est contraint de la donner, ceux qui jouent le jeu se lancent dans des prévisions et lorsqu'elles s'avèrent erronées, non pas parce qu'elles ont été données de façon comment dirais-je, mal intentionnées, en essayant de biaiser, mais avec sincérité, sauf que les prévisions vont s'avérer fausses, par la réalisation d'événements parfois extérieurs, les partenaires sociaux crient tout de suite à la trahison en disant oui, mais là, vous voyez bien, vous nous donnez des éléments sur lesquels on se positionne et à la finale, on se rend compte que ce que vous nous avez dit n'est pas la réalité, donc on ne peut pas vous faire confiance, on ne peut pas s'engager. Du coup, si vous rajoutez à ça que souvent dans le cadre réglementaire, la notion de GPEC est associée aussi plus à la notion de préservation des emplois qu'à la notion de développement des compétences, et ça a été, je crois, le trait courant des évolutions législatives, on se retrouve avec des partenaires sociaux qui se disent souvent, quand l'employeur nous sollicite pour démarrer une négo GPEC, attention, il y a un PSE dans les tuyaux, on va devoir négocier peut-être la mise en œuvre d'un plan de mobilité qui, à la finale, aboutit à contourner le droit du licenciement économique. Voilà, 2-3 mesures comme ça qui font que finalement, dans la pratique, aujourd'hui, le lien naturel entre les bienfaits de la GPEC qui sont, je crois, pas contestables, je veux dire, de toute façon, et heureusement, beaucoup d'entreprises qui ne négocient pas la GPEC faute de volonté des partenaires sociaux de le faire, pour autant, on ne peut pas leur opposer le fait qu'ils ne font pas de la GPEC. Dans leur quotidien, heureusement, et de toute façon, ils y sont obligés, la GPEC n'est ni plus ni moins que la mise en relation entre les impératifs de l'entreprise pour se développer et la façon de gérer les ressources humaines, le fait d'adapter la ressource en emploi, mais aussi en compétences, et ça, c'est la vie quotidienne des entreprises. Elle se fait avec les partenaires sociaux quand le climat le permet, et ça arrive assez souvent, ce n'est pas anecdotique, mais dans bien des cas, c'est beaucoup plus conflictuel, et du coup, ça ne se passe pas. Et donc, ce qu'on veut un petit peu introduire dans ce webinaire, c'est l'idée que la crise va peut-être changer cette chose-là. On y reviendra un petit peu plus tard, mais on va déjà illustrer avec la slide suivante, ce que je vous disais du cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire, très rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais il faut distinguer, je crois, quand même, la GPEC territoriale qui est mise en place, qui est une incitation à négocier, qui n'est pas une obligation, qui peut se faire au niveau des territoires et qui montre beaucoup de résultats. C'est l'occasion pour les partenaires sociaux locaux, pour les représentants des employeurs, quelle que soit leur branche d'activité,
et les représentants des collectivités territoriales, de l'État, de certains acteurs du service public de l'emploi, de se réunir, de faire des réflexions assez intéressantes sur la revitalisation de certains bassins d'emploi, de regarder les entreprises qui s'implantent et qui ont besoin de personnes disposant de compétences extrêmement pointues, et de faire le constat que peut-être il faut mettre en place un plan de recrutement ou une incitation à venir s'installer sur ce territoire pour pouvoir pallier à ce manque de compétences. Ça, c'est extrêmement dynamique et c'est absolument pas conflictuel. Vous avez aussi l'AGPEC de branche qui, là aussi, découle d'une loi et qui pose une obligation triennale de négocier, mais là aussi, c'est pas conflictuel. Les branches se réunissent, elles travaillent avec les partenaires sociaux, sans contrainte d'information, consultation sur les résultats des branches. On est vraiment sur de l'opérationnel. Quels sont les moyens mutualisés qu'on peut mettre en place, là aussi, pour identifier les secteurs en tension, pour identifier les compétences qui sont recherchées, mais qui manquent peut-être dans les entreprises qui composent cette branche. Et on a des dispositifs qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement opérationnels et qui montrent leurs résultats et qui amènent aux entreprises qui appartiennent à ces branches des outils extrêmement précieux. Et puis après, vous avez le niveau de l'entreprise, qui est le niveau où là, si vous essayez de compiler à peu près tout ce que dit le Code du travail dessus, vous comprenez qu'il y a quelques difficultés. Donc, tout est structuré sur une sorte de marge d'avancement qui repose sur deux pieds. L'info-consultation auprès du CSE avec la situation stratégique de l'entreprise, les prévisions d'avenir, ce qui en découle en termes de plan de développement des compétences, d'adaptation des emplois. Et puis, vous avez une obligation, sur cette base-là, sur le plan que fait l'entreprise à 3 ans, de mettre en œuvre une négociation tous les 3 ans. Et là, c'est vrai que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. On a effectivement des domaines assez conflictuels, même si on peut trouver dans des entreprises où le dialogue social est dynamique, repose sur une confiance et une capacité, parce que c'est pas que la confiance, c'est aussi une capacité à avoir une vision à 3 ans et à pouvoir la transmettre. Vous avez un environnement qui permet que ce cadre classique de la GPEC fonctionne bien et aboutisse à des domaines où là, le dialogue social est dans ce cadre extrêmement dynamique et permet aux salariés d'avoir une vision très positive de ce que ce dialogue et ce que la mise en œuvre de la GPEC au quotidien leur apporte pour être acteurs de leur parcours professionnel. Voilà, donc dans ce cadre-là, vous avez un slide là qui permet de voir un petit peu comment nous, on peut intervenir dans l'accompagnement. Alors, ça va jusqu'à de la présentation au CSE des orientations obligatoires, de l'accompagnement dans la préparation des CSE et bien évidemment d'en tirer la moelle de ce qui peut faire la politique RH et bien évidemment avec ses déclinaisons sur tous les aspects de la GPEC et du coup de pouvoir proposer aux partenaires sociaux de négocier avec eux et de voir comment eux peuvent amener une contribution assez intéressante pour enrichir ce dispositif-là, voire le prolonger dans d'autres dispositifs auxquels l'employeur n'avait pas eu forcément l'idée de mobiliser. Ce schéma-là, qui est un schéma classique et qui est un schéma, vous l'avez compris dans mon propos, est fait du dialogue social quelque chose qui rend plutôt la GPEC conflictuelle plutôt qu'un outil et un levier pour passer les moments difficiles dans l'entreprise, et notamment ce que moi je qualifie souvent d'amortisseur social. Nous, on a le sentiment que ce qui se passe avec la crise, et on y reviendra tout à l'heure quand on vous illustrera les expériences clientes, ce schéma-là est en train d'être dépassé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une situation de crise qui est telle que l'employeur a plus le temps de se projeter à 3 ans, il est dans des dispositifs d'urgence à mobiliser, qui sont des dispositifs qui ont tous un trait commun, c'est que il faut passer par le dialogue social. Il n'est plus trop temps de se dire est-ce que j'ai le choix ou pas. Non, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller sur de l'activité partielle de longue durée, si vous voulez aller sur de la rupture conventionnelle collective, si vous voulez aller même sur un plan de sauvegarde de l'emploi, là aussi, la procédure est plus sécurisante et plus rapide si vous passez par de la négociation. Mais vous êtes sur des sujets de gestion de crise où les partenaires sociaux peuvent être saisis, mais ils sont sur des sujets où c'est extrêmement difficile pour eux de s'engager. Si vous voulez qu'ils s'engagent, il faut leur raconter une histoire, une belle histoire, c'est l'histoire de l'avenir de l'entreprise. C'est comment vous êtes capable de dire, nous, effectivement, on a un moment difficile, mais l'entreprise, elle est pas morte, elle a des voies pour s'en sortir, elle a une stratégie et on va la mettre en œuvre. Et ça, vous le retrouvez à tous ces étages-là, même la PLD. La PLD, si vous voulez avoir un accord avec les partenaires sociaux, si vous n'êtes pas capable de leur parler de l'avenir et de comment vous envisagez la mobilisation, de la formation
la mobilisation du développement d'un certain nombre de compétences, le fait de miser sur telle activité de l'entreprise pour aller gagner les parts de marché, dans votre négociation avec les partenaires sociaux, ils vont se focaliser sur un seul sujet, c'est on va vous demander d'augmenter la part d'indemnisation. On veut pas 70, on veut 80, on veut 90, on veut 100. Et donc, ça fait une négo qui est beaucoup plus difficile et qui, en termes d'économie, rajoute de la crise à la crise. Si vous êtes capable, et j'y reviendrai tout à l'heure dans les exemples, si vous êtes capable de leur dire on va mobiliser le temps de formation sur les 40% de baisse d'activité en temps de travail que génère la PLD, on va mobiliser ces temps-là pour justement former nos salariés aux métiers de demain, pour leur permettre d'être plus dynamiques, pour leur permettre d'avoir une évolution de carrière là aussi, parce qu'ils vont prendre un bagage en compétences qui leur permettra éventuellement d'avoir des trajectoires de carrière plus valorisantes. Là, vous avez un sujet de négo qui est plus un sujet conflictuel, vous avez un sujet de négo qui associe les partenaires sociaux à l'avenir de l'entreprise et qui permet d'avoir un discours sur le donnant-donnant dans le but de sauver les emplois, qui est d'ailleurs la genèse de la volonté de mettre du dialogue social dans la GPEC, qui prend du corps et qui se passe certes dans un moment critique, mais en même temps, ce moment critique, il lève tous les doutes des partenaires sociaux sur le fait que vous faites ça pour essayer de contourner l'application du droit du PSE, parce que pour le coup, vous êtes au cœur de la crise et les suppressions d'emplois planent. Donc voilà, vous êtes dans un temps stratégique, un temps qui permet paradoxalement, davantage de dialogue social et davantage de dialogue social opérationnel sur les intérêts premiers de la GPEC. Alors, je propose un petit temps, Didier, pour évoquer deux remarques et une question. Nous avons Valentine qui dit que pour elle, la négo GPEC en mode défensif est une erreur stratégique et que la GPEC doit se faire en anticipation et au niveau stratégique. Et en même temps, elle dit que taire les problèmes, c'est pas nécessairement la solution, c'est d'autant plus anxiogène pour les salariés au lieu de faire un plan d'action qui pourrait leur permettre de se préparer aux mutations. Une question d'Olivier sur au niveau des tensions entre la direction et les OS. Est-ce que ça vient pas du fait que les dirigeants ont un peu de mal, en tout cas hors crise, à parler des problèmes et qui viennent présenter des solutions dans la GPEC? Alors, si tu me permets, Axel, je répondrai d'abord à la deuxième question, parce que je pense qu'elle me permet de faire une transition avec avec la question de Valentine. Effectivement, c'est quand on sort, comment dirais-je, du bois entre guillemets pour parler GPEC lorsqu'on est en situation de crise, et qu'en fait de GPEC on va parler par exemple uniquement de plan de mobilité, c'est-à-dire on a parfois affaire à des clients qui n'ont jamais démarré une négo GPEC et qui se disent bon bah voilà, là j'ai un sujet. Je vais convoquer mes partenaires sociaux et je vais leur dire je voudrais qu'on parle GPEC parce que en fait j'aimerais qu'on envisage un plan de mobilité pour réduire nos coûts fixes et donc avec un objectif cible d'une baisse d'emploi de temps. Voilà. C'est sûr que si vous abordez la GPEC comme ça, sans qu'il y ait de dialogue social vivant en amont, mettez-moi l'expression, vous allez un peu dans le mur. Ça risque pas de marcher. Et là, vous mettez automatiquement vos partenaires sociaux en défensif. Automatiquement. Et là, ça va devenir compliqué. Est-ce que c'est une erreur, la question de Valentine, est-ce que c'est une erreur d'aborder la GPEC en défensif? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des rendez-vous triennaux, quitte à ouvrir une négo, faire un point sur tout ce qui a été fait au quotidien par le chef d'entreprise, sur tous les aspects que compose la RH. On a l'impression, et c'est souvent ce que disent les OS, il n'y a pas de politique RH dans cette entreprise. La preuve, c'est qu'on n'a pas eu de négo GPEC depuis 10, 15 ans. Et ça, c'est faux. Je veux dire, encore heureux qu'il y a des actions en termes de préservation des compétences, de développement de celles-ci, politique formation, et tout ça. De toute façon, l'employeur a des obligations légales déconnectées de la négociation pour lesquelles il doit rendre compte chaque année, à plusieurs occasions d'ailleurs, dans son CSE. Donc, il y a des actions. Ce qu'il faut, c'est, à un moment donné, créer un dialogue. Avoir des occasions de parler à ces organisations syndicales régulièrement, ne serait-ce que pour rendre compte des actions qu'il a décidées seul, qu'il a mis en œuvre seul, pour lesquelles il rencontre au CSE, et vérifier l'adhésion ou pas des partenaires sociaux. Et quand je dis l'adhésion, c'est aussi, il n'est pas interdit qu'ils fassent des propositions. C'est aussi en permettant aux OS, à un moment donné, de se positionner, de dire, et vous proposeriez quoi? Si elles ne proposent rien, elles sont bien plus en peine, de venir quelques temps après vous tacler en disant vous n'avez rien fait et vous ouvrez une négo quand il est trop tard. Donc, c'est un dialogue quotidien. De toute façon,
et je conclurai là-dessus par rapport à ces questions, quand vous voulez gérer une crise avec vos partenaires sociaux, c'est pas ce jour-là qu'il faut inventer le dialogue social. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Il faut multiplier les rendez-vous, créer le lien, expliquer ce qu'on fait. Il faut accepter, c'est un peu le jeu d'avoir des critiques, etc. Et peut-être pas forcément de propositions, mais il faut créer ces rendez-vous-là. Alors, on va passer un petit peu maintenant à quelques illustrations clients. Notamment, je souhaitais ici vous parler d'une expérience majeure qui illustre un petit peu l'ensemble du dialogue et du discours qu'on vient de vous proposer. On est ici autour d'un leader de l'informatique, un service informatique, un leader mondial, qui évidemment est confronté ou a été confronté à une révolution de la technologie informatique. Alors, pour faire court, on est passé des besoins mainframe, des besoins cloud, ça doit parler pour certains. Et donc, du coup, ça nécessitait évidemment un vrai besoin de faire évoluer, les compétences des individus, de faire finalement de remettre au niveau du marché l'ensemble des collaborateurs, ou une partie d'entre eux au moins, en particulier ceux qui étaient fragilisés par cette révolution technologique et qui du coup à un moment donné proposaient au marché des compétences plutôt du passé. Donc un vrai sujet d'obsolescence de compétences et de mobilité à engager pour répondre à l'enjeu de performance sur lequel l'entreprise s'est construite. Et du coup, effectivement, la question qui se posait de la part de notre client, c'était quoi? C'est quelle solution opérationnelle RH construire? Comment accompagner les individus dans ce mouvement, dans cette révolution? Comment minimiser les impacts sociaux? On parle ici quand même d'un acteur qui avait l'habitude de faire je licencie et je recrute. Donc, je licencie des compétences obsolètes un peu chères, donc des personnes un peu seniors sur leur poste, et je recrute des juniors plus affûtés sur les compétences digitales et plus à même de répondre aux besoins du marché, aux coûts du marché. Et donc, du coup, on est passé d'une image relativement dégradée de ce traitement social à une volonté de cet acteur de renforcer son image sur le marché et de démontrer au marché qu'il était aussi, au-delà des engagements de performance, qu'il était aussi capable, à même de répondre aux engagements sociaux qu'il pouvait avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Et donc, du coup, la question qui se posait, c'était bien ça, c'est comment minimiser ces impacts sur les équipes, comment minimiser les coûts de mise en œuvre, comment construire finalement tout le dispositif d'engagement et comment construire tout le dispositif avec l'accord de la direction générale sans nécessairement impacter de manière trop importante la rentabilité de l'entreprise. Et enfin, comment engager les partenaires sociaux. Pour la petite anecdote, les effectifs concernés représentaient à peu près 10% des effectifs sur le territoire français et 10% des effectifs en termes de prod. Cela évidemment génère aussi un risque majeur sur la capacité de production et de réponse aux engagements de leurs propres clients à terme. Alors, quelle approche avons-nous proposée? Une approche très opérationnelle, évidemment, qui est vraiment une illustration de tout ce qu'on a évoqué ici. L'idée, c'était vraiment de convaincre les partenaires sociaux, les représentants, de les convaincre que la direction générale s'engage sur une approche de réengagement des collaborateurs vers le futur, vers l'avenir, de les convaincre qu'ils font aussi partie de l'avenir, qui sont des ressources, des actifs, des ressources nécessaires au développement de l'entreprise et qui répondent donc vraiment à la stratégie souhaitée par l'organisation. Donc pour cela, ça s'est passé comment? Ça s'est passé sur 2 à 3 mois d'études préalables par une négociation d'un accord GPEC avec les partenaires sociaux, qui faisait suite d'ailleurs à un blocage du dialogue social sur plusieurs années, et qui donc avait réussi à être ouvert et fluidifié au travers d'un certain nombre d'études marchés qui ont été construites, donc ce qu'on avait appelé la prospective métier, donc une vision des besoins futurs et de la capacité à développer du business sur chacun des bassins d'emploi au niveau national et sur chacune des entités juridiques. Il y en avait 7 sur le territoire français. Et donc, une compréhension en faisant appel à l'ensemble des managers de l'organisation du marché futur à 2 ans et des compétences souhaitées et nécessaires et en passant par une cartographie et une compréhension des compétences existantes pour, évidemment, comprendre la marche à couvrir pour répondre à ces enjeux futurs et pouvoir proposer des dispositifs, des parcours réalistes, des parcours pertinents
répondant aux enjeux budgétaires que j'ai déjà évoqués, et donc répondre encore aux engagements sociaux qu'on évoquait. Deuxième volet important, c'est évidemment les mesures sociales. De quelle manière on accompagne ses collaborateurs, de quelle manière on engage l'ensemble finalement, ou on rassure l'ensemble de leur écosystème managérial pour qu'ils aient les éléments de réponse à apporter aux collaborateurs, mais qu'ils soient eux-mêmes aussi rassurés sur la trajectoire qui est engagée et sur la volonté réelle du groupe et de la direction générale de répondre aux enjeux. Et du coup, évidemment, de pouvoir parler de manière réaliste, transparente, fiable aux partenaires sociaux et donc de construire avec eux tout le dispositif d'engagement. Alors, se passe par un certain nombre de règles de gestion à construire entre les différentes entités, de quelle manière on libère la ressource dans l'entité de départ, de quelle manière on l'intègre dans l'entité d'arrivée, qui prend en charge les investissements et les coûts en matière de formation, quelles modalités on met en place pour répondre à des besoins urgents de compétences lorsque le réflexe naturel, c'est le recours à la sous-traitance, alors que des compétences sont déjà disponibles dans l'organisation. Bref, un certain nombre de règles du jeu à poser, à mettre sur la table, à arbitrer et à négocier en interne entre l'ensemble des entités organisationnelles avec l'accompagnement, avec la collaboration des partenaires sociaux. Deuxième sujet majeur, c'est l'ensemble du dispositif organisationnel qui est proposé, les processus, les rôles et responsabilités de chacun, les outils qui sont proposés pour permettre à chaque collaborateur en mouvement de s'engager sur une trajectoire et de s'engager jusqu'au bout, d'être rassuré sur le fait que l'organisation lui propose une trajectoire viable qui ne va pas être remise en cause dans les 2 ans qui viennent. Et donc, du coup, de construire des parcours, des investissements en matière de formation, de laisser du temps disponible aux collaborateurs pour qu'ils puissent se former et se sentir en confort par rapport aux solutions qui sont proposées. Et tout un tas donc de dispositifs organisationnels, d'interactions avec les managers, les entités organisationnelles et encore une fois avec l'accord des partenaires sociaux et qui ont été partie constituante de l'accord GPEC qui a été signé au bout de 3 ans par tous les acteurs sauf un que je ne nommerai pas. Et du coup, depuis ce moment-là, un engagement de la direction générale et de la direction RH de suivre les modalités de déploiement de cet accord, donc au sens opérationnel du terme, avec des instances régulières qui sont mises en place, des instances paritaires où on présente l'avancement du plan GPEC qui est mis en œuvre, le nombre de formations qui ont été engagées, le nombre de collaborateurs qui ont intégré avec succès les solutions de redéploiement possibles, le nombre de collaborateurs qui se sont engagés dans le dispositif et sur chacun des territoires et avec l'accompagnement de l'ensemble des managers et des RH de proximité. Quelques livrables clés qui sont décrits en bas de cette page, donc vraiment une analyse très fine, très poussée de la prospective métier par territoire, hein, avec finalement une transparence au niveau des engagements qui sont pris et au niveau de la visibilité qu'on peut proposer aux collaborateurs et aux équipes en termes de croissance. On voit à l'écran le chiffre de 9,4%, ce qui représente réellement une volonté de croître l'activité à terme, même s'il y a un certain nombre de redéploiements nécessaires entre les fermetures de postes sur certains territoires et les ouvertures de postes sur d'autres territoires peut-être moins attractifs. Des passerelles et des parcours au sens horizontal du terme, donc entre technologies, avec un certain nombre d'investissements en matière de formation et de certification sur des technologies et des compétences techniques en particulier, mais qui s'appuient sur de la compétence comportementale. Et enfin, évidemment, tout un parcours, tout un dispositif à mettre en œuvre. Voilà, donc tout un projet qui illustre à la fois la nécessité, d'une part, de proposer des dispositifs opérationnels, engageant à la fois la direction générale, s'appuyant sur l'ensemble de l'écosystème managérial et en engageant l'ensemble des partenaires sociaux qui ont été encore une fois partie prenante parce qu'ils avaient eu la conviction, ils ont été convaincus que le discours ambiant n'était pas d'organiser des plans de licenciement massif à terme, mais plutôt de répondre aux engagements d'employabilité en s'appuyant sur les ressources existantes, les compétences existantes, les actifs existants pour répondre aux enjeux de développement futur. Didier, peux-tu rajouter un terme, un mot ? Il faut répondre aux questions. Je vois Axel qui nous l'a dit. J'ai une question qui vient de Valérie. Donc, j'ai précisé que le groupe évoqué était français.
Est-ce que ce qui a amené ce groupe à engager cette démarche GPEC est lié à une problématique de turnover parmi les jeunes qui embauchaient à la place des seniors qui partaient? Bon, évidemment, dans ce genre d'acteur, le turnover est toujours important. C'est naturel, finalement, ce genre de business model. Mais en l'occurrence, dans ce cas-là, un des inducteurs majeurs, ça a été plutôt une perte de contrat parce que les compétences proposées au marché à un de leurs clients majeurs au moment du démarrage n'étaient plus celles que souhaitait le client. Du coup, un contrat de prestation a été terminé avec un certain nombre de consultants finalement qui se sont retrouvés, ou à horizon 6 mois à la fin de la clause de terminaison, qui se retrouvaient dans un horizon très court, sans mission, en décalage complet avec le marché. Et donc c'est plutôt cet inducteur-là qui a nécessité derrière de relancer la machine, de relancer les négos avec les partenaires sociaux, et du coup d'engager une vraie culture de la mobilité en fait interne, ce qui n'était pas le cas précédemment, une vraie culture de la mobilité et engageant l'ensemble de l'écosystème. Donc effectivement, le turnover des populations plus jeunes est un fait, avéré et existant au sein de ce genre d'acteurs, mais c'était pas nécessairement le seul ici. C'était plutôt comment engager, réengager, convaincre les personnes un peu plus seniors, un peu plus expérimentées, sur le fait que leurs compétences étaient toujours souhaitées, en tout cas un certain volet de leurs compétences était souhaité et utilisé pour développer le business. Je peux peut-être illustrer un exemple client en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas le modèle classique, GPEC avec… à la fin. Ah oui, voilà. Donc je reviens sur le slide on vous a déjà passé tout à l'heure. Situation crise Covid avec une entreprise, je ne citerai pas non plus, peur de confidentialité vis-à-vis de nos clients, mais une configuration assez intéressante. Une entreprise qui est sur un secteur d'activité qui, du fait du Covid, est plutôt favorisé. Voilà, ça produit un certain nombre de choses, en l'occurrence des scooters, notamment électriques, qui sont très demandés qui étaient déjà demandés avant, mais qui le sont encore plus maintenant. Donc, plutôt leader sur le marché, plutôt costaud, mais problème à la fois conjoncturel et structurel. Conjoncturel, problème d'approvisionnement avec le Covid des matières premières, notamment de Chine. Donc, avec un souci premier, c'est que c'est pas un problème de… Ce qui est en cause dans ce sujet-là, c'est pas la suppression des emplois, c'est de la gestion temporaire, notamment de la incapacité à faire marcher les chaînes de production. Et volonté de garder les talents, hors de question de licencier. Donc, mise en œuvre, on saisit la balle au bond des dispositifs d'État, notamment l'allocation chômage longue durée. Mais dans le même temps, même si l'entreprise va bien et s'il y a des perspectives, concurrence notamment asiatique, problème de coûts fixes sur lesquels, pour rester performant, pour rester des leaders sur le marché, il faut intervenir sur ce sujet-là. Donc, un client qui est embêté parce qu'il veut adresser les deux problématiques et qui se dit, je vais faire venir les partenaires sociaux, je vais négocier d'abord mon APLD et ensuite je négocierai sans doute un APC où je vais demander aux salariés de faire des efforts sur le temps de travail, de faire des efforts sur la rémunération. Voilà. Et donc un dialogue social qui est pas très animé au quotidien. Et voilà, on lance des affaires avec ces deux sujets. On revient sur la question de Valentine tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Les partenaires sociaux se braquent et situation de blocage. Derrière, on travaille un petit peu la question et on se dit bon voilà, on va mettre les salariés dans la dynamique de comprendre que l'entreprise va bien, qu'il n'y a pas de loup. On n'est pas là pour avoir des mécanismes pour profiter des aides de l'État et après faire des suppressions d'emplois. Donc, on met en place une garantie d'emploi, aussi bien écrite noir sur blanc dans le dispositif de chômage de longue durée, et on fait la même chose dans le dispositif APC. On explique très clairement qu'on s'inscrit dans le développement de certains produits avec un développement des compétences et on inscrit les collaborateurs dans ce mouvement-là avec la perspective d'évoluer en termes de carrière, de perspectives métiers, et évoluer éventuellement dans le groupe, d'avoir des perspectives internes d'évolution de carrière, mobilité, qui sont extrêmement intéressantes. Et on étoffe tout ça. Et on met en place la formation qui est dans le simple accord APLD. On a toujours l'impression que l'APLD, c'est juste on discute le taux, comme je disais tout à l'heure, et on a l'accord et on peut bénéficier des aides de l'État. Mais non, si vous en profitez pour utiliser le temps de réduction du temps de travail, pour justement mettre en œuvre, dès le premier pas, cette politique de formation qui était votre projet GPEC, là, vous avez les partenaires sociaux qui se disent, bon, s'il le fait,
c'est que ça a du sens. Et du coup, ça a permis de servir de levier pour pouvoir emmener les partenaires sociaux dans cette négo APC, dont chacun sait que c'est extrêmement difficile d'avoir un sujet là-dessus, puisqu'il y a un impact pour les salariés qui refuseraient les efforts, qui se mettraient en situation de perdre leur emploi, sans qu'il y ait une qualification économique, ce qui, de surcroît, met en difficulté les organisations syndicales. Mais ce sujet-là, on a pu l'adresser, on a pu le mener jusqu'à son terme, parce qu'on a pu démontrer aux partenaires sociaux et aussi aux salariés, il faut causer, il faut parler, il faut décrire les projets tant aux partenaires sociaux qu'aux salariés. Et les salariés, ensuite, mettent les partenaires sociaux un petit peu sous contrainte en disant, attendez, nous, on veut ces accords-là, parce que ce sont ces accords-là qui vont permettre à l'entreprise de survivre. Donc, il y a une pression qui s'organise, il y a un dialogue social qui est revitalisé et qui permet de discuter de ces enjeux majeurs et qui permettent là de mobiliser la GPEC, non pas en sujet numéro 1, là, il est plus temps de négocier un accord GPEC avec tout ce que ça comporte, c'est plus le moment, mais il s'agit d'élaborer une stratégie pour l'avenir, de la décrire aux partenaires sociaux et aussi aux salariés et de la mettre en œuvre et de prendre des engagements. Et la clé, ce sera, si ce n'est de les tenir, parce qu'on est toujours soumis à des évolutions économiques, une dégradation imprévue, mais en tout cas de tenir, informer les partenaires sociaux de tout changement d'environnement qui remettrait en cause les engagements. Parce que si vous faites ça, ils peuvent comprendre, ils peuvent renégocier avec vous, on l'a vu dans certaines entreprises, ils peuvent refaire un effort de plus. Mais si vous ne le faites pas et si vous les mettez devant le fait accompli et que vous, au moment de tenir vos engagements, vous vous dites quelques mois avant la fin de ces accords-là, vous venez leur dire finalement on va faire un PSE, là c'est la catastrophe et le dialogue social il est mort pour un moment. Voilà, Valérie fait remarquer qu'il est parfois difficile d'obtenir un engagement d'un groupe international en termes de préservation d'emploi. J'abonderai dans son sens. Non seulement il est difficile, et en plus, je vais être un peu provocateur, mais en droit, un engagement de maintien d'emploi posé dans un accord, ça vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que s'il n'est pas respecté, c'est pas pour autant que les licenciements qui surviendraient après seraient jugés illégaux. Mais encore une fois, comment dirais-je, ces circonstances-là, on a ces débats-là parce qu'on est sur des mesures d'urgence, on est sur des mesures pas préparées et on est sur des mesures qui viennent se heurter à un dialogue social qui ne préexiste pas. Voilà, donc quand le dialogue social est entretenu, quand il est mené de façon loyale et quand il est remis en cause sur ses bases, encore une fois, un changement économique, c'est toujours possible, l'employeur ne peut pas tout prévoir, personne n'avait prévu le Covid. Quand ça survient, les engagements qui ont été pris avant, il faut les remettre sur la table immédiatement. Il faut se servir du dialogue social comme un amortisseur des crises, de toutes les crises que peuvent vivre une entreprise. Et c'est à ce prix-là qu'on peut se servir très, très, très utilement, à mon sens, de la GPEC pour mobiliser tous les dispositifs qui permettent chacun comment dirais-je, dans son silo pour avoir à la globale une préservation des emplois et un développement des compétences. Et Vincent fait la remarque qu'un accord GPEC ne peut pas être appliqué à un échelon groupe, et ce qui limiterait de fait la mobilité dans le cadre GPEC. Comment dire, le problème de la négociation de groupe, qui est un niveau de négociation assez pertinent, c'est que la première des choses qu'on fait dans une négociation de groupe, c'est sans doute là où veut en venir Vincent, c'est ça, Vincent, c'est que la première des choses qu'on fait dans une négociation de groupe, c'est qu'on commence à lister les entreprises qu'on inclut dans le périmètre de l'accord. Donc effectivement, si les dirigeants du groupe ont envie d'écarter telle ou telle entreprise du périmètre d'application, ils en ont tout à fait la capacité. Peut-être pour compléter, l'exemple que je vous illustrais à l'instant avec le SN était un groupe français, effectivement, mais qui regroupait 7 entités juridiques différentes. Donc on était vraiment au niveau d'un US multi-entités juridiques, et l'accord de GPEC avait été signé et engagé l'ensemble des entités juridiques. Donc c'est aussi possible peut-être sur un territoire national comme la France. Mais effectivement, ça nécessite au préalable de s'être mis d'accord sur un certain nombre d'éléments de langage, de ce qu'on va appeler une taxonomie des emplois, donc s'assurer que l'ensemble finalement des acteurs opérationnels et RH de l'ensemble des entités juridiques se soit mis d'accord sur la terminologie au niveau des emplois, des compétences souhaitées et de l'ensemble des pratiques et des dispositifs opérationnels qui sont mis en œuvre. Donc c'est aussi possible. Par contre, effectivement, si on raisonne au niveau d'un groupe très international, il va être extrêmement compliqué, à mon avis, d'engager des acteurs anglais ou américains pour un modèle d'empréservation d'emploi français, ça c'est sûr.
Écoutez, nous, on a déroulé notre présentation. Effectivement, ce qu'on peut peut-être conclure ici, c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est un dispositif légal, réglementaire, mais qui ne doit pas rester que légal et réglementaire. Il doit être opérationnel, il doit être accompagné d'un certain nombre de dispositifs opérationnels engageant les managers et les RH pour être un succès, pour être finalement suffisamment apprécié par les partenaires sociaux et par l'ensemble de l'écosystème. Et du coup, a fortiori, par les salariés et dans le cadre d'une transformation d'entreprise. C'est vraiment une approche très engageante qu'il faut construire. Il faut vraiment le prendre comme ça. Ce n'est pas là où initialement, comme le rappelait Didier tout à l'heure, c'est une approche qui peut être perçue comme très réglementaire avec une prospective métier à 3 ans. Aujourd'hui, on va plutôt raisonner à une perspective à très court terme, une capacité à gérer à la fois le long terme, le moyen terme, mais aussi de gérer l'effet imprévu, donc sous une forme extrêmement agile, en impliquant à chaque instant les partenaires sociaux, mais aussi les collaborateurs au travers d'un certain nombre d'outillages et de processus de gouvernance qui peuvent répondre à cette obligation d'agilité et à cette obligation d'embarquer, d'engager l'ensemble des parties prenantes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Juste Valérie qui fait remarquer que l'entretien professionnel peut aussi être un outil utile à la GPEC. Bien sûr. Mais c'est encore une obligation légale. Mais c'est effectivement un outil qui est utilisé, bien entendu, au travers de son process pour faciliter, sécuriser, utiliser pour développer le dialogue entre le manager et son collaborateur. Et du coup, mettre à jour, ça répond aussi au souci d'agilité qu'on vient d'évoquer. Ce dialogue-là régulier permet d'ajuster, si besoin, la compréhension qu'on a des compétences existantes et du coup de réorienter peut-être les stratégies et les actions RH qui sont engagées. Écoutez, messieurs, pas d'autres questions. Je vous propose. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes évidemment à votre entière disposition. Vous avez nos adresses mail à l'écran. Et pour répondre à toutes vos questions, besoins complémentaires d'informations sur ces sujets passionnants, s'il en est. Merci Didier, merci Patrick. Merci. Merci.